Bienvenue, 2024 a été une année pour le moins mouvementée pour la négociation collective. Dans cette analyse, on va décrypter ensemble les grandes tendances de ce rapport annuel pour essayer d'y voir plus clair et de comprendre ce qui s'est réellement joué. Alors la grande question qui se pose est la suivante. Cette année de négociation, dans un contexte si particulier, a-t-elle vraiment permis des avancées sociales? Ou bien au final, est-ce qu'on est plutôt resté sur un statu quo? Pour y répondre, voici notre parcours. On va d'abord planter le décor avec le contexte très tendu de 2024. Ensuite, on plongera au cœur des débats, les salaires et le temps de travail. Puis, on analysera un moment clé, l'échec du pacte de la vie au travail. On fera un point sur la prévention et enfin, on tentera de dessiner quelques perspectives pour 2025. Commençons donc par ce contexte. Et il faut bien le dire, l'année 2024 a été marquée par ce qu'on pourrait appeler un véritable triple choc. Comprendre cette toile de fond est essentiel pour saisir les enjeux des négociations. En fait, les négociations ne se sont pas déroulées dans une bulle. Elles ont été bousculées par des tensions géopolitiques mondiales, par une instabilité politique majeure en France avec la dissolution surprise de l'Assemblée et par une situation économique compliquée entre inflation persistante et hausse des défaillances d'entreprises, un climat d'incertitude maximale. Et logiquement, dans un tel climat d'inflation, un sujet s'est imposé comme une priorité absolue sur la table des négociations, celui du pouvoir d'achat et des salaires. Et là, on observe un fait marquant, vraiment inédit en 2024. Une parité parfaite. C'est simple, pour la première fois, le nombre d'accords sur le temps de travail a été aussi important que le nombre d'accords sur les salaires, qui lui a atteint un niveau record. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça révèle une double préoccupation. Bien sûr, protéger le portefeuille, mais aussi, et de plus en plus, repenser en profondeur l'organisation du travail. Passons maintenant à ce qui devait être le grand chantier de l'année, le fameux pacte de la vie au travail. Il était présenté comme un grand moment de dialogue social. Au final, ça a surtout été un échec majeur et très révélateur. Le processus s'est effondré en à peine quelques mois. Lancé fin 2023, le projet s'est heurté à un mur en mars 2024. Un rejet unanime de la part de toutes les organisations syndicales. Résultat, le gouvernement a été contraint de revoir sa copie et d'abandonner cette approche globale pour se rabattre sur des négociations éclatées, sujet par sujet. Au cœur de ce pacte avorté, il y avait une idée maîtresse, celle du CETU, le compte épargne-temps universel. Même après l'échec du pacte, une négociation séparée a été tentée sur ce CTU. Mais elle a surtout révélé une fracture profonde. D'un côté, certains y voient un droit nouveau, flexible et attractif. De l'autre, on dénonce une usine à gaz et même un risque de régression sociale. Ce sont vraiment deux visions du travail qui s'opposent frontalement. Et c'est là le point crucial. L'échec du pacte n'a pas mis fin au débat, bien au contraire, il les a fragmentés. Des sujets aussi importants que l'emploi des seniors, la reconversion ou l'usure professionnelle sont désormais négociés séparément, en ordre dispersé, sans aucune vision d'ensemble. Alors, au-delà de ces grands dossiers un peu politiques, le travail de fond sur l'amélioration des conditions de travail a continué. Mais on va voir que les progrès, là aussi, sont assez inégaux. Pour cela, un outil clé existe, le FIPU. C'est un fonds qui a été spécialement créé pour financer des actions de prévention contre l'usure professionnelle. Le problème, c'est que cet outil a beaucoup de mal à être utilisé. 1 an après sa création, on compte moins de 10 branches professionnelles qui ont commencé à faire la cartographie des métiers pénibles. Or, c'est une étape indispensable pour pouvoir mobiliser ce fonds. Le démarrage est donc très, très lent. Cette lenteur, elle s'explique aussi par un phénomène plus large, l'affaiblissement du dialogue social à la base. Ce chiffre est assez édifiant. La couverture des entreprises par des représentants du personnel a chuté de presque 10 points en 5 ans. C'est le socle même de la négociation qui se fragilise. Et cette tendance est particulièrement flagrante quand on regarde le taux de participation aux élections dans les très petites entreprises. 4,07%. C'est un plus bas historique qui signale une déconnexion grandissante. Alors après ce tour d'horizon, essayons de prendre un peu de hauteur. Que faut-il retenir de cette année de tension et de fragmentation? Et surtout, quelles leçons peut-on en tirer pour l'avenir du dialogue social? Ce tableau, il résume parfaitement l'année. On voit un paysage totalement fracturé. Oui, un consensus a été trouvé sur l'emploi des seniors, mais sur les sujets les plus structurants, comme le CUTU ou l'assurance chômage, les divisions sont profondes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne sont plus seulement entre syndicats et patronat, mais aussi à l'intérieur même de chaque camp. S'il y a un enseignement majeur à retenir de 2024, c'est cette tension constante. D'un côté, le souhait d'un dialogue social autonome, où les partenaires sociaux négocient entre eux, et de l'autre, la tendance de l'État à intervenir, à imposer un cadre de plus en plus strict, surtout quand les enjeux budgétaires sont importants.
Et tout cela nous amène finalement à une question de fond, une question essentielle pour tous les professionnels des ressources humaines. Face aux transformations profondes du travail que l'on connaît, est-ce que notre modèle de dialogue social est encore l'outil efficace dont on a besoin? C'est sans doute ça le défi majeur pour les années à venir.